1168, la révolte des Turbans rouges entraîne la chute de la dynastie Yuan, fondée un siècle plus tôt par le chef mongol Kubilai Khan, petit-fils du célèbre Gengis Khan. Le premier empereur de la nouvelle dynastie, issu d'une famille paysanne, prend le nom de règne de Hongwu. Il aura à cœur de restaurer les traditions chinoises ancestrales. Avec l'installation de la dynastie Ming, la paix revient en Chine. L'agriculture prend son essor et entraîne une prospérité économique durable. De vastes travaux sont entrepris dans tout le pays. D'imposantes digues destinées à contenir les violentes crues du fleuve Jaune, mais aussi de nouveaux tronçons de la Grande Muraille au nord pour se protéger des incursions mongoles. La restauration du système des examens, dont la réussite donne accès au poste de l'administration impériale, favorise l'émergence d'une élite lettrée. En 1421, l'empereur Yongle transfère la capitale de Nankin, dans le sud du pays, à Pékin, capitale du Nord, où il fait ériger un palais grandiose, la cité interdite. Située au centre de la ville, elle est la résidence impériale et le siège du gouvernement. Au sud se dresse le Temple du Ciel, où l'empereur, fils du ciel, accomplit les rituels favorisant la bonne marche du monde et la prospérité de l'Empire. C'est également sous le règne de Yongle que l'eunuque Zhang Rao est chargé d'ouvrir de nouvelles voies maritimes dans l'océan Indien. Une flotte d'une centaine de navires aux dimensions colossales est construite. Ces jonques sont 3 fois plus grandes que les caravelles de Christophe Colomb. Au cours des 7 voyages qu'il entreprend, Zhang Rao atteint l'île de Java, Ceylan, l'Inde, la Perse, la péninsule arabique et la côte orientale de l'Afrique. Il offre des présents destinés à montrer la puissance de la Chine et reçoit de somptueux tributs de pierres précieuses, d'or, d'épices et d'animaux exotiques. Après sa mort, le gouvernement décide de mettre fin à ces expéditions, jugées trop coûteuses. La stabilité politique et la prospérité du pays permettent l'établissement d'un artisanat d'art dont les célèbres porcelaines bleues et blancs sont un exemple emblématique. L'orfèvrerie d'or connaît elle aussi un développement sans précédent. L'essor du commerce dans les villes côtières du Sud entraîne l'émergence de nouveaux centres urbains où se concentre une élite riche et cultivée dont le goût et le désir de confort stimulent la création artistique. Cet artisanat rivalise de virtuosité avec les productions impériales. En dépit des règlements qui tentent d'en restreindre l'usage, les parures et la vaisselle d'or se répandent parmi les élites fortunées. C'est un autre métal cependant qui occupe une place primordiale dans l'économie chinoise. L'argent, qui circule sous forme de lingots, s'impose bientôt dans les transactions financières. La Chine en importe de grandes quantités au Japon, puis à l'Espagne, qui a découvert d'immenses gisements en Amérique du Sud. Le métal précieux afflue alors par le galion de Manille, qui relie le Mexique aux Philippines. Mais la demande augmente tant que le roi Philippe IV d'Espagne prend des mesures pour limiter la vente d'argent à la Chine. Cette décision crée rapidement une pénurie aux effets économiques dévastateurs. Sous le règne de Wanli, dernier grand empereur de la dynastie Ming, les fastes de la cour atteignent leur paroxysme. L'empereur se fait construire un immense tombeau dans lequel sont inhumés plus de 2600 objets, dont 300 en or. La crise économique, doublée d'une série de catastrophes naturelles, affaiblit le pouvoir des Ming, dont la dynastie est renversée en 1644. L'héritage culturel et artistique de cette époque est considérable dans le domaine de la peinture, de la littérature et du mobilier. Les objets d'or parvenus jusqu'à nous demeurent exceptionnels. Leur importance et leur diffusion sont pourtant attestées par les textes et les peintures. Ils révèlent la virtuosité des orfèvres et le goût des élites pour un luxe ostentatoire.